deux mots sur notre modalité de travail. On a démarré assez rapidement, en septembre, par un travail, disons, un petit peu de réflexion sur, partant des questions qui ont été rappelées tout à l'heure et que je ne signale pas à nouveau, partant d'une analyse un petit peu du contexte territorial métropolitain toulousain, dans ce contexte territorial, essayant d'identifier comment se mettaient en œuvre les politiques locales de l'habitat, et avec, dans un premier temps, peut-être une spécificité, ou en tout cas le fait d'avoir plusieurs PLH au sein même du pôle urbain, Toulouse Métropole ne représentant pas à elle seule l'ensemble des communes du pôle urbain, mais un peu plus de la moitié. Donc on a fait ce premier travail, disons, de cadrage de la spécificité locale, qui nous a amené aussi à identifier un certain nombre de principaux acteurs du système local, acteurs de à la fois l'expertise, l'ingénierie, l'observation dans ce domaine, acteurs plus de l'opérationnalisation des politiques de l'habitat. Donc ce premier travail, on a ensuite un petit peu creusé par une tentative de prise en compte, de caractérisation des territoires qui composent Toulouse Métropole, en se centrant uniquement là sur le territoire de Toulouse Métropole, ce que je vais y revenir tout à l'heure. On songe bien sûr pour Toulouse à caractériser les périphéries, puisque Toulouse est évidemment une métropole particulièrement étalée, mais on a essayé bien sûr aussi de s'attacher à voir quelle était la géographie, on va dire plutôt du logement social, là où lui aussi a pas mal polarisé dans quelques parties du territoire. Et puis ensuite, on a présenté ça une première rencontre collective à Paris, qui nous a donné l'occasion de décider de nous recentrer ensuite véritablement sur l'analyse du PLH de Toulouse Métropole, des PLH successifs de Toulouse Métropole, et qui a un petit peu enrichi notre méthodologie, puisqu'à partir de là, on a travaillé, certes encore sur des documents, mais aussi par la réalisation de quelques entretiens auprès d'un organisme HLM, auprès de la Fédération des professionnels de l'immobilier, auprès de la collectivité elle-même, et un quatrième que j'oublie. Et puis on a réalisé en parallèle une petite revue de presse, puisqu'on s'est dit ça pourrait être intéressant d'avoir un vis-à-vis des documents et de ce qu'ils nous proposent, de ce qu'ils nous donnent à lire des orientations des politiques de l'habitat, finalement quelque chose d'assez standardisé, normé, où on retrouve un petit peu tous les mots-clés qu'on retrouve un peu partout. Bon, quel est l'état on va dire, du débat local autour de ces questions, ou en tout cas, qu'est-ce qui apparaît de ce débat local dans la presse? Certes, ça ne dit pas tout, mais ça nous donnera un éclairage supplémentaire. Donc ensuite, le travail s'est poursuivi. On a présenté le travail un petit peu final réalisé par les étudiants donc à Lille en février, puisque nous avions la spécificité d'avoir commencé un peu tôt, mais nos étudiants partaient assez rapidement en stage. Donc je vais vous présenter, avant d'aller plus loin, juste dire que de fait, je crois que tout le monde le dira, mais ce travail-là, il présente un certain nombre d'intérêts, bien sûr, je vais y revenir, mais un certain nombre de limites. Les limites, c'est qu'évidemment, on a été très dépendant de l'accès à la documentation, on a été très dépendant du moment aussi, au cours duquel s'est réalisée cette enquête. Pour le dire simplement, à Toulouse, cette enquête a eu lieu en même temps la préparation de la QLP-UIH. Autrement dit, on n'a pas vraiment pu, même si c'est ce qui nous aurait intéressé le plus, être sur ce sujet-là, ou en tout cas pas directement. Et puis cette période-là n'a pas été nécessairement propice à ce que les acteurs puissent se livrer beaucoup, puisque c'est une période, on l'imagine, de rediscussion autour d'un certain nombre d'objectifs. Donc au final, les résultats qu'on livre, ils sont, on va dire, à prendre à partir de cette limite-là, et puis ensuite d'autres, plus spécifiques à telle ou telle méthodologie d'enquête, et finalement ils illustrent un moment de ce qu'on a appelé la trajectoire locale des politiques de l'habitat. Bon, pas pour dire qu'elles seront définitivement comme ça, les inflexions sont en cours, elles n'ont pas toujours été ce qu'elles ont été, donc on a choisi finalement d'essayer de les remettre dans une sorte de perspective pour voir d'où elles viennent, comment elles se sont éventuellement progressivement transformées, confortées, etc. Donc je vais revenir en trois principales parties sur le travail réalisé par les étudiants. Dire deux mots de
de la présentation du territoire, parce que ça renverra à certaines des questions qu'on s'est posées, notamment la troisième que Xavier Desjardins soulignait tout à l'heure, c'est-à-dire au fond, on a des politiques locales métropolitaines, mais qu'est-ce que c'est que ce territoire métropolitain? Comment il impacte ces politiques de l'habitat? Est-ce qu'elles sont... alors, à la bonne échelle, on imagine bien que non, mais du coup, quelle serait cette échelle? Comment est-ce qu'on peut la comprendre? Quel territoire y a-t-il à prendre en considération? Ensuite, il y a un deuxième moment plutôt sur les, on va dire, les politiques elles-mêmes, une deuxième partie, une troisième partie plutôt sur la construction intercommunale, le système d'acteurs, etc. Donc, dire deux mots de la localisation de Toulouse. Toulouse, dans cette localisation géographique, rappeler son positionnement dans un environnement peu contraint géographiquement pour l'étalement, rappeler aussi son rôle pendant longtemps un peu de tête de pont d'une région dont elle polarise fortement mais pas totalement le développement économique et une bonne partie de l'accueil de population, mais en même temps un territoire qui ces dernières années, du fait de son étalement, n'est plus cette tête de pont isolée, mais est de plus en plus amenée d'abord à fonctionner avec sa périphérie, on va dire, relativement proche, celle liée à l'étalement urbain, mais aussi, sur une période encore plus récente, à commencer à fonctionner avec les villes moyennes à 1 heure, dans une logique qui dépasse les dynamiques un peu de SCOT, alors qui est tout à fait balbutiante encore, mais qui néanmoins préfigure quelque chose comme une organisation un peu plus réticulaire de la conception, disons, de la métropole. Donc on a un territoire métropolitain, on va dire, à différentes échelles, et bien loin du territoire de Toulouse Métropole lui-même, puisque là on revient sur l'aire urbaine et le pôle urbain, aire urbaine relativement étendue, 450 communes, pôle urbain à 73 communes, et à l'intérieur de ce pôle urbain, en rouge sur la carte, Toulouse Métropole, dans sa version actuelle, à 37 communes, avec, vous le voyez, au sein du pôle urbain, d'autres intercommunalités ayant le statut notamment de communauté d'agglomération, et donc d'autres intercommunalités ayant notamment les deux intercommunalités sud, des PLH, des petites locales d'habitat, maintenant relativement anciennes, dotées elles aussi d'une ingénierie, etc., etc. Donc une réflexion à avoir sur cette échelle, on va dire, des politiques. Alors, rappeler en 2 mots la construction intercommunale, dire qu'à Toulouse, elle démarre, et ça répond à une autre des questions posées tout à l'heure, ou en tout cas ça y apporte des éléments. Elle démarre en 92 avec la création d'un district, et pour le dire simplement, un district qui n'a pas, qui a une fonction, une priorité qui est quand même économique, et qui lie principalement, certes, 13 communes, mais en fait Toulouse, Blagnac, Colomiers, qui sont les 3 communes principales du secteur et qui sont aussi celles qui polarisent largement le pôle de développement économique aéronautique. Donc sur cette politique initialement qui ne fait pas de l'habitat sa priorité, on va dire, et qui laisse plutôt pendant un temps ce sujet, Toulouse est déjà une ville attractive à cette période-là, mais on va dire que c'est surtout le secteur privé qui en profite d'une certaine manière et qui permet à la ville d'accroître sa capacité de logement de nouveaux habitants. Les choses changent quand se constitue une communauté d'agglomération qui, elle, va commencer à impulser davantage une réflexion en matière d'habitat, puis ensuite un premier élargissement, la création d'une communauté urbaine qui semble être véritablement une étape importante en 2009, dont on verra tout à l'heure qu'elle est aussi liée avec un renouvellement du PLH, un élargissement territorial en 2 temps pour arriver au périmètre actuel, périmètre sur lequel est restée la métropole en 2015. Donc on a sur ce territoire-là une part importante évidemment représentée par le territoire toulousain, très clairement, et en même temps donc à cette dynamique de polarisation économique en termes de logement, etc., on y reviendra tout à l'heure, un fort étalement, reprenant des visuels forgés par l'agence urbanisme de Toulouse, on voit bien comment l'étalement a été particulièrement marquant sur ce territoire. Donc là aussi, dans les réflexions à avoir, de quel habitat parlent ces politiques de l'habitat dont traite Toulouse Métropole, comment évidemment s'articulent-elles avec les autres outils, notamment avec les SCOT, avec l'Interscot, puisqu'il y a une logique d'Interscot. Donc on comprend bien qu'il y a là un jeu sur plusieurs échelles. Nous, on s'est concentré
on va dire sur Toulouse Métropole et le PLH, mais on est bien sur cette articulation d'échelle pour comprendre certainement la prise en compte de certains nombres d'enjeux. On peut penser notamment aux enjeux de densification, par exemple, ou aux enjeux de réorganisation du logement, de la consommation foncière, etc., qui se jouent donc dans cette articulation de différentes échelles. Bon, juste pour terminer la présentation du territoire, voilà, des éléments aujourd'hui en revenant sur Toulouse Métropole pour dire qu'au fond, on a un territoire où il est important de savoir, voilà, économiquement, on a un pôle très important ici, qui est plutôt le pôle aéronautique, on a plutôt le pôle aérospatial ici. C'est deux pôles très structurants en termes d'emploi et de fait très structurants aussi d'un certain nombre de politiques de l'habitat. On le verra tout à l'heure, notamment si on territorialise un peu la production récente, on voit bien que forcément elle s'opère à partir de ces pôles-là, mais à partir notamment de ce pôle ici et des communes sur lesquelles il réside, il se trouve, ce pôle ici étant plus partagé entre Toulouse Métropole et une des intercommunalités périphériques. On a, et on l'a symbolisé ici, enfin les étudiants ont symbolisé sur cette carte les axes de transport, notamment de transport en commun site propre métro, ligne A, ligne B, ligne C, etc., pour projets de futures lignes de troisième ligne de métro, parce que ça nous a semblé être aussi dans la place réservée à ces politiques de l'habitat, un des éléments importants de la période récente, que leur articulation forte avec les politiques de transport, et notamment de transport collectif. Cette question étant actuellement la question des transports collectifs, une des questions clés du débat local, politique locale, et donc c'est tout à fait significatif que l'habitat puisse s'y associer, s'y greffer. Bon, mis en image, voilà ce que ça donne, avec donc assez classiquement des parties de centre et de faubourg, évidemment des grands ensembles. On a pris là l'exemple du Grand Mirail, situé donc dans le sud-ouest du territoire de Toulouse, et donc une large partie du logement social situé sur la commune centre, ce qui en fait là aussi peut-être une spécificité, en tout cas un élément notable, dont on imagine bien l'impact qu'il peut avoir sur les politiques de l'habitat derrière, en termes de transformation de l'offre, en termes aussi de relation entre ces politiques de l'habitat et les politiques de la ville. Donc une bonne partie du logement social situé sur la commune de Toulouse, notamment en Ouest, mais aussi dans des communes de périphérie, notamment les plus peuplées, historiquement, Blagnac, Colomiers et quelques autres pôles. On a noté au milieu les accrescentes, parce qu'il nous semble que dans la période récente, un élément très caractéristique de ces politiques de l'habitat, c'est aussi de s'être concrétisé par la réalisation de ZAC nombreuses, de nouveaux quartiers nombreux, avec des formes urbaines qui renouvellent assez largement le tissu toulousain, qui est un tissu quand même globalement très peu dense, et ZAC nouvelles qui correspondent assez largement à cet objectif, disons, de production quantitative qui pèse, on va dire, sur le territoire toulousain, du fait de l'attractivité que je mentionnais précédemment. Et donc il est tout à fait intéressant, je crois, de voir que ces actes-là concrétisent dans un certain nombre dans la commune de Toulouse même, mais dans les communes aussi peut-être de première couronne notamment, et dans des communes de première couronne assez peuplées, cet enjeu de production de logements, qui est un enjeu important sur Toulouse, avec certaines de ces actes, peut-être plus avec un projet plus consistant que d'autres, mais dans tous les cas, des espaces qui marquent bien la période récente. Et puis ensuite, bon, mais forcément, tout le volet pavillonnaire, extrêmement important, mais différencié, avec un pavillonnaire proche, qui a quand même beaucoup évolué, qui est d'abord à Toulouse déjà présente sur la commune de Toulouse même, dans ces zones dans ces parties les plus périphériques, et puis bien sûr situé dans les communes, disons, de première couronne. Alors, ce pavillonnaire proche, il est important parce qu'il est en mutation, en lien avec ce que j'indiquais tout à l'heure de transformation des systèmes de transport, en lien aussi avec des dynamiques de densification plus ou moins maîtrisées, et ensuite, bon, un pavillonnaire lointain qui s'étend sur un rayon d'une quarantaine de kilomètres, et dont l'influence est peut-être même sensible un peu au-delà. Donc ça, c'est un élément, voilà, un élément plus pour caractériser. Alors, quelques mots pour revenir sur les politiques de l'habitat et les cadrer. Bon, quelques chiffres un peu généraux pour bien montrer forcément les déséquilibres qui peuvent exister entre Toulouse et les spécificités du territoire de Toulouse par rapport au territoire de Toulouse Métropole. Nombre de communes important, 37, mais
de fait nombre de communes qui fait que le poids de la commune-centre reste quand même prépondérant en matière numérique. Et donc, forcément, les politiques de l'habitat qui vont avoir à tenir compte de cette dimension. Dimension particulièrement prégnante si on la regarde bien sûr du côté de la distinction entre individuel et collectif, même si on verra que là aussi les choses ont un peu bougé ces dernières années. Alors on a juste là signalé un certain nombre de cas, certaines que les étudiants ont réalisées, d'autres qu'on a été récupérées là où elles existaient, et notamment dans les observatoires animés localement par l'agence d'urbanisme, ici à ma gauche. Donc bon, juste pour donner une idée là de la question des différentiels de prix et des problématiques importantes d'accès au logement ou de, on va dire, distinction sociale du territoire auquel ont à s'affronter les politiques de l'habitat, plus c'est foncé et rouge et plus les prix sont élevés, c'est les prix des loyers là, mais ça donne une idée. Et évidemment dans le plus on ensuite vers le jaune et moins c'est élevé. Bon, on voit bien cette partie sud-ouest du territoire communal, qui s'étend d'ailleurs un peu même au-delà, hein, et qui fait de ce secteur sud-ouest une zone marquée par la présence de populations plus modestes, zone qu'on retrouve aussi un petit peu dans le territoire nord-toulousain. Ce sont donc des territoires où il y a des quartiers d'habitat social importants au sud-ouest, moins importants par leur taille, mais peut-être plus disséminés dans la partie nord. Et ce sont aussi des zones qui ont, notamment pour la partie nord, accueilli beaucoup de la production récente de logements collectifs, notamment de logements collectifs sous la forme de logements défiscalisés, qui servent aujourd'hui à loger des ménages, on va dire globalement, de catégories moyennes à modestes pour une bonne partie d'entre eux, et avec globalement, pour l'instant, un système de turnover, enfin un turnover locatif assez important. Donc là, cette question-là, on voit bien qu'elle impacte les politiques de l'habitat et qu'il y a tout un sujet, tout un débat sur comment transformer cette géographie sociale-là par la construction bien sûr progressive de logements sociaux ailleurs, mais ça restera un peu une boîte noire de notre travail. Il y a tout aussi là la question de l'articulation entre les politiques de l'habitat et ce qui se passe dans le secteur sud-ouest en termes de rénovation urbaine, en projet de ville, en rue, etc. Est-ce que ça s'articule? Comment? Jusqu'à quel point? Est-ce que ça reste deux choses distinctes? Là, on va dire que le travail réalisé ne nous a pas permis de suivre vraiment cette piste-là, mais qui me paraît être une piste extrêmement importante à creuser localement. Quelques éléments sur le parc, sur l'âge du parc, pour montrer que parmi les politiques qui se sont développées progressivement avec les PLH successifs, à partir de 2004, il y a une prise importante en main par la collectivité quand même de la question du parc ancien, notamment sur les grandes copropriétés dégradées, mais pas seulement. Et bon, on voit bien qu'il y a un déséquilibre important sur ces politiques entre, au fond, des communes comme Toulouse, Colomiers, Blagnac ou les plus grandes qui ont un parc ancien relativement important. Alors le parc ancien, là, c'est ce qui est en saumon, enfin en 1, quoi, marron clair, neige, ou violet, on va dire, hein, c'est le parc le plus ancien. Et puis ensuite, on voit bien, en marron notamment, ou en fuchsia, c'est une production plus récente. Et donc on voit bien que quand on est sur les communes de la périphérie, enfin, on voit bien, pas si bien que ça d'ailleurs, mais que il y a quand même une prépondérance d'un parc récent, relativement récent, dans ces communes de la périphérie, et un poids beaucoup plus important du parc ancien sur la commune notamment de Toulouse. Alors est-ce à dire que ça en fait de fait une priorité des politiques locales de l'habitat? C'est difficile parce que c'est un des enjeux certainement localement d'arriver à équilibrer la prise en compte de l'attractivité, de la nécessaire production importante, voilà, et puis en même temps l'intervention sur ce type de parc. Là on a essayé de représenter entre 2008 et 2013, qui est à peu près la période du 3e PLH, la construction de maisons et d'appartements, pour montrer que l'enjeu là aussi de transformation, disons, des formes urbaines auxquelles que le PLH pointait comme un des objectifs, il se marquait par, certes, une production très inégale. Le gros des appartements sont produits sur Toulouse, mais si on regarde un certain nombre de communes de première immédiatement limitrophes à Toulouse, on y voit quand même une part plus importante
d'appartements construits que de maisons, ce qui n'est pas le cas dans les zones les plus éloignées. Donc là, il y a certainement un phénomène qui a été notable ces dernières années de production collective dans un territoire qui est très peu dense et très marquant, et qui, par effet de retour, peut aujourd'hui faire de cette question de la densification peut-être une question localement, mais je pense que ce n'est pas le seul endroit, particulièrement sensible politiquement dans un certain nombre de communes ou à l'échelle intercommunale. Là, on est plutôt sur les logements sociaux, produits en nombre, entre 2008 et 2013. Pour montrer, certes, on en a produit beaucoup sur Toulouse, mais pas mal aussi dans l'ensemble du territoire, avec en fond de carte, le fond des communes, c'est le pourcentage. Et ce qui est notable, bien sûr, c'est que cette production 2008-2013, elle a été importante, et elle a notamment, localement, fait utiliser le levier de la VFA HLM pour pouvoir augmenter très fortement en nombre, premièrement, et deuxièmement, certainement aussi, faciliter, je vais le dire comme ça parce que j'essaie d'être rapide, sa localisation un petit peu plus partout dans le territoire, dans un contexte où la maîtrise foncière n'est pas maximale, quoi, et donc il y a peut-être là le moyen d'aller localiser des logements sociaux dans des endroits où il serait peut-être plus difficile de le faire autrement qu'avec cette modalité-là. Ce n'est pas la seule modalité de production, mais elle a été importante. Enfin, et pour un petit peu prendre de recul par rapport à ces différents éléments, on a fait une petite revue de presse. Bon, ça vaut ce que ça vaut, on a travaillé sur la Dépêche du Midi, notre quotidien national, si je puis dire. Donc on a pris des articles entre 2013 et 2016 pour être à la fois sur le précédent mandat et sur le mandat actuel, le mandat électif. On a pris des mots-clés, logement, habitat. On a identifié donc à partir de là 113 articles. Alors c'est peut-être pas tout à fait représentatif parce qu'on est parti d'une base de données en ligne qui s'appelle Europresse. Et ensuite on a essayé de voir ce qui ressortait du débat local. Voilà, tout à fait intéressant de voir que, sans trop de surprise, c'est le thème du logement social qui apparaît loin devant finalement, devant d'ailleurs la rénovation urbaine qui pourrait largement lui être associée, et puis après les constructions, et puis après toute une myriade de thèmes plus divers, je dirais, mais qui représentent à chaque fois peu d'articles. Ce poids donc là, on le sent bien, quoi. C'est quand même, ça attire notre attention sur le poids certainement encore fort. Martine Verne en parlait tout à l'heure pour les premières générations de PLH, mais le poids certainement encore très fort de cette question de logement social, y compris dans des PLH de 3e voire 4e génération pour le PLUIH. Bon, je ne présente pas les petites analyses qu'on a fait ensuite, mais on a essayé de localiser par exemple le logement social, quel territoire correspondait, quels acteurs correspondaient, pour essayer de voir un petit peu comment se structurait le débat local. Bon, mais typiquement, si on prend le logement social, c'est tout ce qui apparaît le plus souvent, les bailleurs, les élus responsables, etc. Voilà, on a fait une analyse que je ne présente pas là ici. Pour revenir sur la construction, je finis par là, en peu de temps, voilà, on a l'évolution avec 3 PLH et un PLUIH en cours, sur lequel je ne dirai rien si ce n'est quelques hypothèses. Cette construction progressive, elle s'est accompagnée aussi de transformation des opérateurs locaux. Ça, je crois que c'est important au regard de ce qu'on disait tout à l'heure. Dès 2009, par exemple, le regroupement de 3 SEM préexistantes localement en une seule. Plus près de nous, très récemment d'ailleurs, la création le changement de nom de l'organisme HLM, mais qui revendique, maintenant, au moins dans l'intitulé, une dimension métropolitaine. La création, puis la mise puis la confortation de l'EPFL aussi. Donc on revient à une politique de l'habitat qui est dans une situation aujourd'hui, si on compare à son émergence, qui est complètement différente, qui est largement différente en termes d'opérationnalisation. Et c'est un peu la même chose, même si c'était plus anticipé du point de vue plutôt des outils de l'observation locale, de la connaissance locale des marchés, à la fois par les observatoires partenariaux, animés par l'agence urbanisme, l'observatoire des promoteurs, etc. etc. Dans cette perspective, on s'est interrogé avec les étudiants, un petit peu à partir des bribes qu'on avait obtenues, et donc c'est vraiment à prendre sous forme d'hypothèse, qu'est-ce qui pouvait se passer aujourd'hui pour ces politiques locales de l'habitat et ce PLH. Est-ce que le PLUIH allait être une forme de consécration? C'est-à-dire qu'au fond, on aurait eu un renforcement progressif des politiques locales qui ferait qu'aujourd'hui, quand on fait le PLUI, on ne peut pas ne pas faire le PLH, ne pas avoir une vision habitat très forte, parce que derrière, il y a une ingénierie, il y a une antériorité d'action, etc. Est-ce que cette hypothèse, elle a du sens? On a fait une hypothèse inverse, dilution du PLH,
Est-ce que finalement les enjeux d'une autre nature, urbanistique notamment, de densification, de connexion avec les transports, ne vont pas prendre le pas sur ce qui s'est construit en matière d'habitat et qui s'appuie sur un service, une ingénierie. Et bon, la troisième hypothèse, peut-être intermédiaire, c'est plutôt une réorganisation de l'ensemble du système des acteurs locaux et donc nécessairement de quelque chose qu'on voyait assez mal au moment où on en parlait. Bon, je passe sur le système d'acteurs qu'on a représenté. Et j'en viens, oui, on s'est risqué à représenter. Bon, on a essayé de représenter le système des acteurs locaux d'habitat, c'est peut-être pas exhaustif, mais bon, voilà, on a essayé. C'était pédagogiquement intéressant. Alors, il y a les trois cercles, c'est en rouge, c'est plutôt, on va dire, ceux qui sont en rouge, c'est les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la mise en œuvre. En jaune, c'était ceux qui étaient plutôt dans l'initiation de la politique. Et puis, en bleu, c'était ceux à qui cela s'adressait. Et d'ailleurs, bon, la question de la participation a été posée tout à l'heure en introduction, et cette question-là, pour nous, elle est restée un peu en retrait dans l'ensemble des choses qu'on a pu lire, par exemple. Voilà. Juste pour synthétiser, bon, mais voilà, qu'est-ce qu'on retient du travail? Le fait qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions précisément, mais que d'abord les politiques locales de l'habitat qu'on a étudiées, elles sont face à une complexité non résolue qui est celle du territoire métropolitain, dans le sens où le périmètre institutionnel ne résout pas évidemment la complexité du territoire soumis à métropolisation. Elles doivent donc trouver leur place dans un équilibre local un peu complexe entre structure de planification, échelle intercommunale, plusieurs PLH, un observatoire qui leur est commun. Donc des articulations qui se tissent localement pour pouvoir prendre en compte les questions d'habitat. Deuxièmement, bien sûr, on retrouve des objectifs nationaux territorialisés, avec donc quand même une dimension encore très forte, nous semble-t-il, des aspects un peu descendants. Tout n'est pas lié seulement à la question des besoins, et donc des politiques locales qui doivent aussi s'articuler avec des objectifs nationaux qui peuvent parfois paraître contradictoires les uns envers les autres. Déficit et en même temps déficialisation et en même temps maîtrise des prix du foncier, ou d'ALO et en même temps rénovation urbaine. Il peut y avoir une difficulté pour les acteurs, si on a en plus, si on a par contre le fait que ces objectifs nationaux peuvent être évolutifs et avec des temps d'évolution très rapides. Et le dernier point, c'était le rôle d'intégrateur actif, on l'a appelé comme ça, de la métropole. On a essayé de se positionner face au débat un peu piégeux de chef de file ou pas chef de file pour les intercommunalités. Et au fond, il nous semblait que chef de file, ça ne pouvait pas être utilisé pour Toulouse, mais qu'en même temps, il fallait donner aussi à voir le rôle de la métropole, qui est un rôle tout à fait qui s'est vraiment renforcé sur les 3 PLH, qui est devenu un rôle assez central, nous semble-t-il, notamment techniquement, avec une direction, des compétences, des actions, peut-être pas encore sur l'ensemble des domaines, mais avec une vision a priori bien unifiée, partagée par tous, c'est pas le sujet, mais en tout cas, avec l'idée qu'il pouvait s'opérer des intégrations d'acteurs autour de dispositifs particuliers, et d'où cette idée de rôle d'intégrateur actif de la métropole au sein du système local des acteurs de l'habitat.